Bonsoir, je suis Jean-Philippe Desranleau, consultant, formateur, prestataire de services en informatique. Je suis tombé dans l'électronique tout petit. Et ce qui m'intéresse dans l'électronique, c'est pas ce qu'elle est en tant que telle. C'est pas de vous parler technique, mais c'est de vous parler de ce que l'on peut en faire, et notamment au travers de la thématique de l'océan bleu. Alors peut-être que je vais me permettre de souligner le fait qu'on est dans un cadre super sympa, à une adresse qui se situe sur les grands boulevards. Et j'ai l'impression d'être dans un saloon de Blueberry avec Mrs. Guffey qui va nous faire le spectacle bientôt. En l'occurrence, c'est moi qui suis sur scène, donc je vais éviter de vous faire un French cancan, parce que je serai très mauvais. Et je vais plutôt revenir dans le rôle du numérique et des enjeux du numérique, notamment avec l'innovation au travers de la stratégie de l'océan bleu. Alors, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'on est tous au courant maintenant avec l'actualité, notamment pour ceux qui écoutent BFM, sur le déluge d'innovation qui nous arrive dessus avec le numérique, et notamment différents sujets comme les objets connectés. Alors je ne sais pas, qui est-ce qui a déjà entendu parler ou qui connaît à minima ce que sont les objets connectés? D'accord, donc à peu près la moitié d'entre vous. Donc aujourd'hui, les objets connectés n'en sont qu'à leur début et on va se faire complètement envahir par les objets connectés qui vont permettre derrière, alors l'objet connecté en lui-même, on va simplifier, c'est simplement un capteur, mais l'intérêt, c'est que l'on va pouvoir exploiter les informations qui sont fournies par ce capteur pour faire produire, fournir une kyrielle de nouveaux services qu'on n'a pas encore imaginé, puisque on dit que dans les milieux bien informés, 50% des métiers que nous exercerons dans 50 sont inconnus aujourd'hui, et 50% des métiers qui existent aujourd'hui n'existeront plus dans les 5 ans qui viennent. Alors sincèrement, je ne sais pas si les chiffres sont les bons, mais la tendance est là, d'une façon générale. On est dans un perpétuel mode de création. Et cette création, bien évidemment, elle est directement liée à l'océan bleu, parce que ceux qui vont occuper l'océan bleu, ce sont ceux qui vont avoir la capacité d'innover d'une façon générale. Et je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est celui d'une société qui n'a pas su voir ce qui lui arrivait au niveau de l'océan bleu. C'est la société Kodak. Alors le sujet est un peu éculé maintenant, on le connaît tous, mais il n'est jamais inutile de rappeler que Kodak était une entreprise qui faisait plus de 100 000 salariés et qui, en un temps très rapide, a disparu du marché. D'accord ? Il y en a d'autres, mais vraiment Kodak est la société emblématique d'une entreprise qui a fait un déni d'une nouvelle tendance, l'arrivée du numérique, en soutenant que l'argentique ne serait jamais égalé par le numérique, ce qui était vrai au début, mais aujourd'hui, qui utilise encore des pellicules 24-36 parmi vous? Et quand vous posez la question à des jeunes de moins de 30 ans, et que vous leur demandez est-ce que vous avez déjà utilisé un 45 tours, il n'y en a pas beaucoup qui lèvent la main. Donc, ça aussi pour illustrer le fait que l'industrie du disque, l'industrie du cinéma, l'industrie des médias, le broadcast, sont en train, ou ont connu, ou sont en train de connaître des révolutions qui sont considérables. Et il est très difficile de prédire ce qui va se passer. Pour les chaînes de télévision, le poids qu'est en train de prendre YouTube est considérable. Vous vous rendez compte que sur certaines chaînes de télévision, maintenant, vous avez des émissions qui cherchent à être originales, elles ne le sont pas tant que ça, mais qui s'appuient sur les contenus de YouTube. Et vous pouvez vous-même faire votre radio maintenant sur Internet, vous pouvez faire vous-même votre chaîne de télévision en direct avec YouTube. D'accord ? Google est en train de s'approprier le marché des médias d'une façon générale, et ceux qui vont savoir, non pas utiliser techniquement Google, mais qui vont savoir innover en termes de services, vont faire des ravages. Je vais vous donner l'exemple d'un grand nombre de jeunes filles qui ont créé non pas des ateliers, mais des instituts de beauté où elles expliquent à leur public, et elles sont suivies par plusieurs milliers, voire centaines de milliers de followers, de suiveurs ou de suiveuses, qui ont créé des formations en ligne pour se maquiller.
Et comment est-ce que ces personnes gagnent leur vie aujourd'hui? Eh bien tout simplement en étant les porte-marques, les porte-paroles des marques de produits cosmétiques. Et les produits cosmétiques sont, alors je ne sais pas s'ils se les arrachent à prix d'or, très sincèrement je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais les fabricants de produits cosmétiques cherchent à conquérir ces prescripteurs qui prennent une place de plus en plus importante et dont on ne parle pas tant que ça dans les médias d'une façon générale. Pourquoi? Parce que les Cosmopolitains et autres revues qui sont les cibles en termes d'annonces publicitaires des produits cosmétiques, eh bien, ils voient ces prestataires comme des concurrents et non pas comme des alliés. Donc ils en parlent très très peu, ou relativement peu. Donc il faut bien mesurer qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'exemples où le numérique, au-delà de la technique, il y a des personnes, des entreprises, qui savent s'approprier de façon très pertinente les fonctionnalités que permet, l'innovation que permet le numérique. Alors, je vais vous donner d'autres exemples que vous connaissez bien, ou dont on entend parler suffisamment. Airbnb, par exemple, c'est un moyen qui va permettre aux personnes qui n'occupent pas en permanence leur appartement, qui à Paris, qui à New York ou ailleurs, vont pouvoir le louer de façon à amortir ou à faire un revenu complémentaire. D'ailleurs, le législateur en France et le fiscaliste ont réagi relativement vite pour s'approprier et légiférer, fiscaliser, ou sont en train de fiscaliser, entre guillemets, les prestations de services, les prestataires de services, ou les gens qui utilisent Airbnb. Je crois que c'est le Sénat qui a initialisé la réflexion où, à partir de 5 000 € de chiffre d'affaires par an, on fiscalise en revenus en dessous. On ne fiscalisera pas. Alors, la loi est en cours de définition, donc la loi est en cours de définition, donc je ne peux pas vous assurer qu'elle sera ce que je viens d'annoncer, mais en tous les cas, ce sont les chiffres qui sont donnés. Et puis, il y a de plus en plus de plateformes sociales qui sont en train de naître et qui permettent de partager et de mutualiser. Alors, Blablacar en est une. Alors, quand je vous dis que c'est une plateforme sociale, c'est que, en fait, il s'avère que non seulement Blablacar, ça a remplacé l'autostoppeur des années 70. Pour ceux qui ne l'ont pas connu, je ne sais pas si vous vous souvenez, enfin pour les plus anciens, la centaine d'autostoppeurs qui faisaient la queue porte d'Orléans pour repartir à Katmandou. Beaucoup, dont moi-même, s'arrêtaient à Marseille à l'époque. Mais aujourd'hui, Blablacar est en train de prendre des parts de marché, non seulement non pas au transport de façon générale, mais à Mythique. Pourquoi? Parce que Blablacar devient un lieu de rencontre. Il y a même certains groupes sociaux, parce que les filles ont tendance à se faire draguer maintenant au travers de Blablacar, donc elles ne sont conductrices que pour des passagères et non pas pour des passagers, pour éviter de se faire trop draguer. J'ai lu un article qui relatait ces faits. Donc là où Blablacar est un moyen de transport à la base, il s'avère être un moyen social. Les autres plateformes, qui est-ce qui parmi vous utilise Blablacar? En tant que conducteur ou en tant que chauffeur? Pas beaucoup, hein? Très peu même. Je vous conseille d'essayer. Ça vaut vraiment le coup. Alors parmi les autres plateformes sociales, il y a toutes ces plateformes qui permettent de partager des moyens techniques, de mutualiser des moyens, notamment la location d'outillage, que ce soit de l'outillage des perceuses ou autre. Quand vous utilisez une perceuse une fois tous les 3 ans, à quoi ça sert de l'acheter? Autant la mettre sur un site qui va vous permettre de la louer à vos voisins qui sont dans votre quartier. Il ne s'agit pas de louer, quand vous habitez Paris, une perceuse à des gens qui sont à Marseille. Et le fait d'avoir innové sur ces nouveaux modèles de fonctionnement, eh bien on est typiquement dans la stratégie Blue Ocean, Océan Bleu, que vous a exposé tout à l'heure Albert. Quel est le moyen pour moi d'innover? Où sont les nouveaux besoins des utilisateurs? Quels sont les coûts sur lesquels il ne faut pas que je perde mon temps? Par exemple, Uber, inévitable, ils ont trouvé un moyen de faire que le métier de taxi devenait plus intelligent. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous utilisez, quand vous faites appel à un taxi Uber, eh bien, il est à proximité de chez vous et il ne vous facture pas le temps ou la distance d'approche pour venir vous chercher. Et il ne perd pas de temps, vous avez un service immédiat. Ils n'ont pas révolutionné le métier de taxi, ils ont révolutionné la façon de gérer le business pour les taxis. D'accord?
Alors maintenant, il y a d'autres problèmes derrière cela, je ne vais pas les développer, ce n'est pas mon propos, notamment les licences des taxis, c'est une problématique complexe. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'un certain nombre d'entre vous sont des professions indépendantes, des consultants, et on a aussi le souci de pouvoir s'approprier les outils du numérique, non pas peut-être pour faire de l'océan bleu, pour avoir une stratégie océan bleu directement, mais pour avoir un moyen technique qui va nous permettre de nous démarquer de nos confrères et de nos concurrents. Typiquement, en créant par exemple un blog pour pouvoir donner de la visibilité à son expertise. Le numérique est un moyen de faciliter votre stratégie océan bleu. Et encore une fois, ce qui va être difficile, ça ne va pas être d'utiliser un blog, ça va être de produire du contenu sur le blog. Et en fait, quand vous mettez en place un blog, ce qui compte, c'est d'avoir une bonne plume et d'avoir des choses à dire qui soient pertinentes autour de votre domaine métier. Et ça, toutes les entreprises, tous les indépendants n'ont pas, des qualités naturelles. En tous les cas, ils ne sont pas une majorité à avoir les qualités naturelles pour publier du contenu. Je vais vous donner un exemple. Quand vous publiez un contenu de qualité sur un blog, la grande qualité de ce blog, c'est que ça va vous donner un référencement naturel qui va être meilleur que celui de vos concurrents qui ne publient pas. Au point que sans avoir à payer 1 € à Google, vous pouvez être sur la première page de Google, sur les mots-clés qui correspondent à votre métier. Donc l'enjeu, c'est de s'approprier le numérique, un outil comme le blog, pour pouvoir défendre votre stratégie océan bleu qui va consister à faire parler de vous, à partager votre expertise, à partager votre originalité et faire en sorte que non seulement vos clients sachent ce que vous faites, maîtrisent votre spécialité, votre expertise, vos particularités, mais qu'en plus, au travers, par exemple, de réseaux sociaux comme LinkedIn, Facebook ou Twitter, eh bien que vous ayez des ambassadeurs qui vont colporter, entre guillemets, votre savoir-faire. C'est ce que j'appelle la stratégie du billard à 3 bandes. Vous publiez un article sur votre blog, des internautes qui vont partager votre point de vue sans nécessairement être consommateurs de vos services, vont cliquer sur « J'aime » ou « Je partage sur mon réseau Facebook, LinkedIn, Viadeo ou Twitter ». Et en fait, ces personnes-là vont devenir vos ambassadeurs. C'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. Et l'inbound marketing, qui a été créé par une entreprise, alors il me semble que c'était 2008, je ne suis pas sûr de la date, HubSpot, est un concept assez novateur et qui n'est pas encore très utilisé ou pas énormément utilisé en France par les entreprises. Alors que toutes les entreprises ont quelque chose à raconter sur un blog, toutes sans exception. Et je vais vous donner un exemple. Vous rencontrez beaucoup de professionnels qui vont être intarissables pour vous parler de leur métier quand vous allez leur demander de vous expliquer ce qu'ils font, parce qu'un certain nombre sont quand même passionnés par ce qu'ils font, donc ils ont des choses à dire. Et quand vous leur dites, maintenant, est-ce que tu peux m'écrire des articles? Je te propose d'écrire des articles sur ton blog pour pouvoir parler de ton métier. Ils sont secs. Ils ne savent plus quoi raconter. Alors que le blog, c'est tout simplement de prendre la parole et de la mettre sous forme d'écriture. À la limite, faire un blog, il suffit de prendre son smartphone, de raconter son histoire qui va durer à peu près 5 minutes, de la transcrire sur une page de son blog et vous avez fait un article. Je ne suis pas loin de la réalité, parce que la particularité du blog, c'est que quand vous allez écrire un article, le lecteur va avoir l'impression que vous lui parlez. Vous n'êtes pas dans la littérature de haut niveau, il faut écrire correctement, il faut éviter les fautes d'orthographe, c'est évident, mais vous pouvez vous approprier le numérique pour pouvoir contribuer à votre stratégie océan bleu. Sachant qu'en amont, il faut avoir aussi une offre qui ait une certaine originalité. Alors il y a aussi un certain nombre de métiers qui sont confrontés à des difficultés importantes, notamment dans les métiers des agriculteurs et des éleveurs. Et vous en avez quelques-uns, ou des producteurs de produits de consommation courante. Vous en avez un certain nombre qui ont décidé de court-circuiter les circuits de distribution classiques dont ils étaient les victimes en commercialisant directement au travers de sites collectifs ou au travers de sites internet qu'ils ont montés eux-mêmes, de commercialiser leurs produits. Alors vous trouvez des ostréiculteurs, vous trouvez des fromagers, vous trouvez des producteurs, des éleveurs de viande de Salers. J'ai vu l'autre jour un reportage sur TF1, je crois, qui présentait un agriculteur qui avait décidé de s'affranchir
de la grande distribution. Alors, là où il consacrait, il faisait peu de profit parce qu'il vendait via des canaux de vente qui l'étranglaient en termes de marge, eh bien, il a une marge plus forte parce qu'il vend directement au grand public, d'accord ? Et cette marge plus forte lui permet d'investir et de couvrir ses frais de commercialisation à distance et d'achat d'un véhicule pour livrer directement, avec tout ce que ça comporte. Et donc, ces personnes qui ont un métier qui n'a rien à voir avec le numérique ont su s'approprier les qualités du numérique pour pouvoir développer un business dans un espace nouveau qu'on appelle donc l'océan bleu. Non pas qu'il n'y ait plus de concurrents, mais ils ont développé leur business dans de nouvelles façons. Alors, je vais vous donner un autre exemple. La soirée organisée par Albert en est la démonstration. Je suis moi-même organisateur de ce que j'appelle le 5 à 7 du Conseil, qui se déroule depuis 3 ans, une fois par mois à Paris, qui est un événement où l'auteur d'un livre vient faire un exposé sur la thématique de son livre. Alors, ça peut être la conduite de projet, l'utilisation des réseaux sociaux, le management, la conduite du changement, la connerie. Il y en a eu un sur la connerie qui a eu un grand succès d'ailleurs. Je vous conseille, j'ai eu du monde, je vous conseille de regarder la vidéo parce que tous les 5 à 7 du conseil sont, ou pratiquement, parce que je n'ai pas fait tous les montages, tous sont repris en vidéo sur mon blog. Bien, la pertinence du 5 à 7, au-delà du fond, c'est de pouvoir attirer le maximum de gens sans que ça me prenne trop de temps et que ça me consomme trop d'énergie. Donc, alors vous me direz, le numérique est mon métier, mais j'ai été attentif dans mon organisation pour ces événements de m'approprier les outils numériques qui me facilitent la tâche. Et ces outils numériques qui sont au nombre de 3, avoir un fichier correctement qualifié pour envoyer la bonne information aux bonnes personnes, avoir un outil d'emailing, maîtriser l'outil d'emailing qui me permet d'envoyer très facilement l'information à 6000, à peu près 6000 contacts. Et puis enfin, utiliser un système de billetterie en ligne qu'on consomme tous, peut-être pas en ayant un système de billetterie en ligne, mais en étant consommateur de ces billetteries en ligne. D'ailleurs, un certain nombre d'entre vous se sont inscrits via la billetterie en ligne mise en œuvre par Albert. Et ça vous facilite les choses, en fait. Et là où l'organisation d'un événement était compliquée de façon traditionnelle ou à l'ancienne, eh bien, avec les outils du numérique, vous pouvez en faire un facilitateur. Et à partir du moment où vous avez la capacité à organiser un événement, eh bien, vous avez un moyen de vous différencier de vos concurrents en ayant une visibilité. Que ce soit sur un sujet direct lié à votre métier ou que ce soit sur un sujet collatéral à votre domaine métier. D'accord ? Encore une fois, ce qui nous intéresse dans l'informatique, dans le numérique, ce n'est pas la technologie, c'est ce que l'on peut en faire. Et gardez bien à l'esprit que quand vous allez penser numérique, il ne faut pas penser techno. Il faut essayer de découvrir ce que l'on peut faire, comment s'en servent les autres. Et c'est pour ça qu'il faut être toujours en veille et très curieux sur tout ce qui se passe. Alors maintenant, quand on parle de numérique, il y a aussi des échecs, où ce n'est pas toujours la bonne solution. Moi, je vois fréquemment des utilisateurs, des clients, qui prennent conscience que le numérique est contre-productif pour eux. Je parle notamment d'une application comme Outlook, par exemple. Quand ils utilisent mal un outil comme celui-là, eh bien en fait, ça va être plus source de perte de temps et de contre-productivité pour eux que s'ils l'utilisaient bien. D'accord ? Et avoir un outil informatique peut desservir vos intérêts. Alors je prends un cas flagrant, mais la messagerie, combien de personnes se servent de façon pas optimale de leur messagerie? Ils sont très nombreux. Et là aussi, ce n'est pas l'outil qui va remettre en cause leur façon de travailler et leur efficacité. C'est simplement de savoir organiser son travail avec un outil comme Thunderbird, Gmail ou Outlook. Peu importe le modèle d'outil que l'on utilise. Il y a aussi des sociétés comme L'Oréal qui sont, j'ai lu un article récemment, qui se sont appropriés le numérique pour que leurs clients puissent simuler un maquillage au travers d'un outil numérique. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, que je ne dise pas de bêtises. C'est l'application Makeup Genius, qui a été développée en 2014 et qui a été présentée à Cannes, au Festival de Cannes de 2014, et qui a été chargée 7 millions de fois. Au travers de la réalité augmentée, ce qu'on appelle la réalité augmentée, elle permet de pouvoir se voir avec le maquillage que l'on pourrait acheter. Donc, ça permet aux consommateurs
d'avoir une préférence pour la marque L'Oréal plutôt qu'une autre, puisqu'il peut simuler ce qu'il va acheter chez L'Oréal. D'accord? Alors, puisqu'il y a un certain nombre de coachs et de consultants indépendants ici, je vais vous parler des artisans. Dans les métiers de l'artisanat, je vais prendre un pâtissier par exemple, ou un plombier, chacun dans leur spécialité respective. Ils vont, s'ils souhaitent développer un site internet, c'est donc s'approprier le numérique pour développer leur business, ils risquent de faire une erreur grossière. Tout simplement parce que ce qui va faire qu'un artisan va développer un business qui va être intéressant en défendant ses marges parce qu'il fait une qualité de service de haut niveau, ce sont ses clients. C'est la satisfaction de ses clients. C'est la satisfaction de leurs clients. Et le site internet ne changera rien à la satisfaction ou à l'insatisfaction de leurs clients. Donc un artisan, il a plus intérêt à miser sur la qualité de ses prestations, avant toute chose, que sur le développement d'un site internet. Eh bien c'est pareil pour un coach. C'est pareil pour un consultant. On a plus intérêt d'abord et avant tout à développer la qualité de ses services, à privilégier la qualité de ses services et éventuellement à développer un blog ou un site internet pour donner de la visibilité à son expertise, mais la priorité des priorités, c'est de développer une qualité de service qui soit la meilleure possible et qui sera le meilleur moyen pour vous démarquer par rapport à vos concurrents. Et souvent, ce qui se passe, je le vois dans la formation, il y a un certain nombre de formateurs qui n'ont pas, entre guillemets, des aptitudes commerciales très efficaces et qui, à défaut de pouvoir valoriser la qualité de leur service, et je ne juge pas de la qualité de leur service, comme ils ne savent pas argumenter ou comme ils sont maladroits pour argumenter sur la qualité de leur service, ils vont se battre sur les prix. Le résultat, ils sont dépendants ils deviennent vacataires pour des majeurs, que je ne citerai pas ici, jusqu'à ce que certains travaillent à 250 € par jour. Pour un prestataire de formation, c'est au ras des pâquerettes. On ne vit pas à ce tarif-là. Il y a aussi ceux qui vont se battre pour essayer de vendre une qualité de service. Alors, je prends l'exemple que je connais le mieux. Le mien, quand j'ai développé mon activité sur les formations, sur l'efficacité du travail avec Outlook, qui ne sont pas des formations bureautiques, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout prémédité. J'ai ciblé comme objectif un prix qui me semblait être le bon prix à mes yeux et qui s'est avéré être 2 fois plus cher que le prix du marché, le prix moyen du marché. Et en fait, même si je n'ai pas énormément de clients, j'en ai quand même quelques-uns, les clients les entreprises qui deviennent mes clients viennent à moi, si je peux dire, parce qu'elles m'ont vu sur Internet, parce que j'ai développé dans mon blog beaucoup d'articles sur ces enjeux de l'efficacité de l'organisation du travail avec Outlook. Et pire, ou tout du moins encore mieux, c'est que 4 sur 5 qui sont devenus mes clients n'ont jamais négocié 1 € de remise. Jamais 1 € de remise. Donc en fait, je protège mes marges et sincèrement, ce n'était pas calculé de ma part. J'avais simplement comme objectif initial au départ de faire que je sois visible et que les gens viennent me solliciter. Mais non seulement je suis visible, je suis sollicité, mais en plus, en termes de marge, je suis largement au-dessus de la moyenne par rapport aux tarifs pratiqués sur ces sujets-là. D'accord ? Et ça n'obère pas de la qualité de mes prestations. Je ne suis pas en train de vous dire que j'ai des prestations qui se démarquent. Je suis simplement en train de vous dire que j'ai une stratégie. Je faisais un peu comme M. Jourdain de l'océan bleu sans le savoir, en fait. On ne se connaissait pas encore, Albert, mais j'ai typiquement appliqué cette démarche. Donc pour revenir à l'artisanat et à la stratégie qui consiste à développer son activité d'abord en forçant sur la qualité de ses prestations avant de miser sur le numérique. Le numérique peut être le complément, mais d'abord miser sur la qualité de ses prestations. Il y a un autre sujet sur lequel beaucoup de choses sont en train de se développer dans les métiers du conseil. C'est tout ce qui concerne l'usage de l'informatique pour la formation à distance ou pour les MOOC. Vous pouvez créer vos propres modèles de formation à distance. Alors, je n'ai pas encore ici développé tout ce qui se fait. Il y a, si vous cherchez un livre qui a été publié, je crois que c'est sa 3e édition, par Marie Pratt,
sur le digital learning, où elle explique dans ce bouquin toutes les différentes déclinaisons et formes techniques qu'il y a dans le e-learning, dans les MOOC, dans la réalité augmentée et ainsi de suite. C'est sa spécialité, donc je me contenterai de faire référence à ce livre. Mais en tous les cas, on a la possibilité de pouvoir développer, là aussi, de façon assez extraordinaire son business. Là encore, il y a beaucoup de formateurs en informatique qui n'ont pas encore adopté l'usage de la formation à distance, mais quand vous formez à distance quelqu'un sur un outil informatique, eh bien vous pouvez adresser facilement une personne qui est à Bayonne alors que vous êtes à Paris. Et si vous ne le faites pas, eh bien vous ne pouvez adresser que la population, que la cible qui est à Paris. Vous me direz, elle est déjà suffisamment importante. Certes, mais si jamais vous avez des opportunités à Bayonne, ben vous ne pouvez pas les saisir. D'accord ? Donc le numérique est un très bon moyen là aussi pour pouvoir développer son business. Qui est-ce qui a suivi des formations au travers des MOOC ? Je vous recommande la plateforme Fun, France Université Numérique, si je ne me trompe pas, où vous avez un volume de MOOC et d'un niveau de qualité absolument bluffant. Alors je ne vous dis pas qu'ils sont tous extraordinaires, mais sincèrement, moi je serai à votre place, vous allez sur Fun, vous cherchez une thématique qui vous intéresse, soit parce que c'est votre domaine d'expertise et vous voulez encore vous améliorer, ou voir comment on forme avec les MOOC, mais suivez une formation MOOC, c'est bluffant. Personnellement, j'ai suivi une formation MOOC des Gobelins sur la réalisation vidéo avec un smartphone. Je dois dire que j'ai pas regretté de l'avoir suivi, malheureusement que pour une partie, parce que le temps m'a manqué pour aller jusqu'au bout. Mais c'était une formation absolument exceptionnelle et qui m'a été profitable, très profitable, bien que je sois moi-même formateur sur les usages de la vidéo, avec YouTube notamment. Là aussi, j'ai pu me perfectionner et apprendre encore de nouvelles techniques, de nouvelles astuces sur l'utilisation de la vidéo. Alors, il y a aussi un phénomène qui est très important avec le numérique. Est-ce que vous connaissez le point commun qu'il y a entre Airbnb, Blablacar et Uber ? Uber, pardon. Oui ? Quel est celui qui vous vient à l'esprit, principal ? Celui qui m'interpelle le plus, c'est tu t'inscris ou tu dégages. Oui. Il est fort. Ouais. C'est un Ouais. point commun de tous. Oui. En fait, le point commun, c'est surtout la notation. Les utilisateurs, les gens qui utilisent les services d'un conducteur sur Blablacar vont noter les qualités du conducteur et le conducteur va noter les qualités du passager. Et quand un passager va vouloir consommer un nouveau conducteur, le conducteur va pouvoir aller vérifier que ces notes sont des bonnes notes pour s'assurer avant que ce soit un passager sympathique. Parce que faire 300 km avec quelqu'un qui n'est pas très agréable, ben, c'est pas sympa. Pareil pour Airbnb, pareil pour Uber. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le triomphe de l'économie de l'utilité. Le triomphe de l'économie de l'utilité. Et je ne peux que vous recommander d'aller voir l'article sur ce sujet, donc le triomphe de l'économie de l'utilité, sur le blog de l'Economie. De l'Economie avec un I, Economie, comme informatique. Où un de mes confrères, Vincent L'Orphelin, il y a une vidéo d'une conférence qu'il anime où il parle de tous ces enjeux, de la notation qui est en train de se répandre à tous les étages en fait. Et de plus en plus, vous avez sans doute entendu parler, il y a 2 ou 3 ans, des élèves qui avaient mis en place un outil qui permettait de noter leurs professeurs. Révolution dans le modèle éducatif à la française. Ok. Moi, ce que j'ai vu au niveau du numérique, c'est à l'école Boulle, des jeunes de l'école Boulle, des jeunes élèves de l'école Boulle, 18-20 ans, école qu'il faut connaître parce qu'elle est vraiment géniale, qui ont créé l'atelier du numérique avec l'accord et l'appui du directeur, du proviseur de l'école Boulle. Et ce sont les élèves. Alors l'atelier du numérique consiste à concevoir des objets design avec des ordinateurs et à les fabriquer avec des imprimantes 3D. Mais au-delà de ça, c'est partager ce qu'on crée au niveau design à l'échelle planétaire, en mode open source, et de s'alimenter de ce qui est fait ailleurs aux États-Unis ou au Japon ou en Chine ou que sais-je, dans quelques pays que ce soit, et de pouvoir mutualiser, partager l'innovation
design qui est faite par les uns et par les autres et de pouvoir fabriquer localement ce qu'ils ont fait. Et ce sont les élèves qui forment les profs à la fabrication 3D. L'ouverture d'esprit de cette école est à citer en exemple. Parce qu'ils sont pas restés sur leur les profs ne sont pas restés sur leur estrade, ils se sont dit qu'ils pouvaient être l'alter ego, non pas l'équivalent, mais qu'ils pouvaient avoir la même position de relation qu'avec les professeurs, qu'ils pouvaient être collaborateurs en fait. Et le mode collaboratif est en train de se développer à grande échelle, et là aussi dans les métiers du conseil. De plus en plus, on n'est plus une pièce du puzzle tout seul dans son coin, on peut agréger ses compétences avec celles d'autres personnes pour développer de nouvelles opportunités de business. Ce n'est pas à mon ami David que je vais devoir le démontrer, puisque on s'est rencontrés justement récemment à ce propos. Il y a aussi un phénomène important du numérique et qui impacte cette situation de création, ce paradoxe de l'océan bleu qui consiste à créer de nouvelles opportunités, c'est le développement des professions libérales. Une des raisons est que le CDI est en fin de vie, alors je suis un peu caricatural, hein, je vous l'accorde, est en fin de vie en France, et les entreprises vont de plus en plus avoir tendance à utiliser les services d'indépendants, parce que c'est moins contraignant au niveau, notamment vis-à-vis du risque des prud'hommes. Et il va falloir que la société française s'y adapte, parce qu'elle ne pourra pas faire autrement. Alors, s'arc-bouter sur ces bons principes qui sont louables, qui avaient leur raison d'être au moment où ils ont été créés, pour la défense du salarié, je crois que là, je ne suis pas le seul à le dire, hein, j'enfonce une porte ouverte, il faut que l'impact des usages du numérique fasse que la société, dans sa législation, dans sa façon de penser, dans sa façon de travailler, évolue. D'accord ? Alors je vais prendre un dernier exemple sur une personnalité qui s'est mal approprié le numérique et qui a cru bien faire au départ. Au mois de septembre, Nicolas Sarkozy a voulu créer un espace de débat sur Twitter. Et il partait d'un bon principe, hein. Seul problème, c'est qu'il s'est pris une volée de bois vert parce qu'en fait, il n'avait pas réalisé que ses adversaires pouvaient profiter de cet espace pour aller l'incriminer de tous les torts et de tous les défauts quand ce n'était pas des noms d'oiseaux. Donc, attention quand vous vous appropriez le numérique, à procéder un petit peu pas à pas, notamment sur ces sujets-là, et à faire que quand vous preniez la parole via les réseaux sociaux, ça a une puissance de feu qui est phénoménale, mais autant il est très difficile de construire sa e-réputation, autant le bad buzz peut vous casser une réputation et sur la durée de façon très rapide. Merci de votre attention et bon océan bleu. Très bien, Jean-Philippe. Dans les temps aussi, il y a peut-être des questions. Avez-vous des questions ? Tout à l'heure, il y avait e-économie, tu avais parlé de... Oui, alors, je vous ai parlé du site de l'économie, donc c'est e-économie avec un i à la place du e de économie. L'économie est une pensée d'un think tank qui s'appelle l'Institut de l'économie, dont je suis membre, et qui se projette sur tous les usages qui peuvent être faits de l'informatique associée aux télécoms et associée au logiciel, matériel logiciel. Et encore une fois, ce qui nous intéresse dans nos réflexions à l'économie, ce sont les enjeux sociaux, sociétaux que l'informatique entraîne, que le numérique entraîne sur la société. Et c'est là que vous trouverez donc l'article que je vous citais, « Triomphe de l'économie de l'utilité » de mon ami Vincent L'Orphelin. Combien d'entre vous ont un blog ? On n'est pas nombreux. Alors sur mon blog, vous trouverez un article « Pourquoi avoir un blog ?» Je vous conseille de le lire. Ça devrait alimenter utilement votre réflexion. Alors je ne vous ai pas donné mon blog d'ailleurs, je suis désolé, mais si vous faites Jean-Philippe Desranleau, vous l'aurez. Mon blog c'est efficacitic.fr. Efficacitic, comme efficacité mais pour les TIC.fr. Et puis merci beaucoup Albert de m'avoir permis de partager avec toi mes convictions sur le numérique avec l'océan bleu. Merci à toi, Jean-Philippe. Paranoia.